Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez voir. Donc, voilà, on a commencé notre fête de l'indépendance avec l'hymne de la Géorgie qui dit la gloire à la liberté. La ligne principale, la ligne directrice de notre Géorgie, la gloire à la liberté et la démocratie qu'on a toujours rêvé et qu'on s'est battu toujours. Toute notre vie, on s'est battu pour cette indépendance. Voilà, je vois que vous êtes là. Faites les cœurs ou les likes pour me dire que vous m'entendez bien. Gilotavt, ყველა ქართველს და საქართველოს ვულოცავ ამ საოცარ დღეს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Donc vous m'entendez bien. Donc je vais commencer, vous êtes 21 personnes à nous suivre. Merci beaucoup, soyez indulgents s'il vous plaît parce que c'est mon premier live, tout premier de ma vie. Et donc ce n'est pas évident, je suis un petit peu, il y a le cœur qui bat un petit peu plus fort que d'habitude. Voilà, comme promis, nous parlerons aujourd'hui de cette journée de l'indépendance, de cette importance, de l'importance de ce jour pour chaque Géorgien et pour les amis des Géorgiens également. C'est la fête la plus importante de la Géorgie, vous le savez bien, c'est un jour férié en Géorgie et c'est le 26 mai 1918 que l'acte de l'indépendance a été adopté. Nous avons fêté les 100 ans de l'anniversaire de cette indépendance, de l'indépendance géorgienne. À Paris, à l'Arc de Triomphe, l'organisateur était l'association géorgienne en France et M. Otar Zourabichvili avec le soutien et le partenariat de l'ambassade de Géorgie en France, pardon. Et donc, c'était une vraie fête pour tous les Géorgiens. Je pense que dans le monde entier, on fête cette incroyable date pour nous. Voilà. Je veux quand même vous dire une chose, c'est que cette date, on est très heureux d'avoir cette indépendance, mais il y a quand même une petite plaie qui reste. Notre pays a 2 régions qui sont toujours occupées par la Russie et cela représente plus de 20% du territoire de notre pays. Ce n'est pas le territoire qui compte, mais il y a plus de 300 000 personnes ou à peu près 300 000 personnes qui ont été déplacés de leur domicile. Entre autres, moi, j'avais 13 ans, j'ai dû quitter ma maison où j'habitais en 1993 et j'ai dû fuir. Et il y a énormément de gens comme moi, donc 300 000 personnes pour la Géorgie, c'est énorme. Et donc cette indépendance, on a la joie, on a le bonheur, mais ce n'est pas complet. Ce n'est pas complet. Aujourd'hui, j'ai pensé à un des poètes géorgiens. Il y a mon fils qui est mon assistant, alors qui vous a mis l'hymne et tout, donc il veut voir comment ça se passe le live. Non, on n'a plus besoin de toi. Merci beaucoup, Noé. Excusez-moi. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est on a un poète géorgien qui dit « Cette Géorgie est belle, mais je la vois encore plus belle ». Moi, aujourd'hui, j'ai pensé beaucoup, et ça fait un moment qu'on pense évidemment que notre Géorgie est indépendante, mais on lui souhaite plus d'indépendance, on lui souhaite la souveraineté, l'unité et la puissance, parce que nous en avons besoin. On n'a pas tout accompli. C'est pas avec cette petite, je dis indépendance fragile parce qu'on a justement ces 2 territoires occupés. Donc c'est une plaie qui reste ouverte, mais on fête quand même cette indépendance et on est tous heureux. Tous les Géorgiens sont heureux de cette fête. Du coup, il ne nous reste qu'à vous souhaiter une très bonne fête nationale. C'est vrai que c'est pour les amis français surtout. Je salue d'ici mon bras droit Damien qui est tombé amoureux de la Géorgie et qui nous aide, notre équipe et moi, qui nous aide énormément sur tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend. Je voulais également vous remercier pour avoir participé au sondage qu'on a mis en ligne
je me répète peut-être par rapport à la vidéo précédente, mais ce sondage nous a permis de connaître les sujets qui vous intéressaient le plus. Donc l'histoire est ressortie et d'autant plus heureuse que le sujet de l'histoire soit ressorti parce que c'est une date symbolique que nous commençons nos projets. Donc à chaque fois, vous aurez un invité spécial, un invité spécialiste qui va vous parler de sujets que vous aurez. Continuez le sondage parce que d'y participer parce qu'il y aura d'autres sujets pendant toute l'année, au cours de l'année. Je vais quand même dire deux petits mots en géorgien pour mes amis géorgiens et pour la Géorgie. Ki lotsaut kartveლებო, ულოცავ საქართველოს ამ დამოუკიდებლობის დღეს. ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ჩვენთაგანისთვის ეს თარიღი, თუმცა ჯერ კიდევ ბევრი საქმე გვაქვს წინ. გვაქვს ორი ტერიტორია, რომელიც არის დაკავებული ისევ რუსების მიერ და გვაქვს 20%-ზე მეტი ტერიტორიის, სადაც ისევ რუსი თარეშობს. ასე რომ ჩვენ გვაქვს დამოუკიდებელი საქართველო, მაგრამ უფრო მეტად დამოუკიდებელი საქართველო გვინდა, როგორც ლადო ასათიანი იყო და ფრანგულად მაგ ფრაზა ეხა უკვე ხომ ლამაზია ეს საქართველო, მაგრამ მე უფრო ლამაზი მინდა და მე ჩემ ფრანგ მეგობრებს ვუთხარი, რომ მე მინდა ჩემი საქართველო არის თავისუფალი და დამოუკიდებელი. კი, მაგრამ მინდა დამოუკიდებელია ჩემი საქართველო, მაგრამ მინდა უფრო დამოუკიდებელი იყოს, უფრო მყარი იყოს, გქონდეს მთელი ნიკოპსიდან დარუბანდამდე, როგორც მაშინ იყო ჩვენი საქართველო. მე თავს აღარ შეგაწყენთ, უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ ეს ლაივი და ეს პროექტი არის განსაკუთრებულად ჩვენი ფრანგი მეგობრებისთვის და იმათთვის, ვისაც აინტერესებთ ფრანგი საზოგადოებისთვის, ვისაც აინტერესებთ ქართული კულტურა, ქართული ისტორია და ასე შემდეგ. და იმედია არ მიწყენთ. საფრანგეთში თუ ცხოვრობთ, ალბათ ფრანგულადაც გაიგებთ am ყველაფერს, am ჩვენს lives. On va revenir à notre projet de Géorgie Vue de France. Aujourd'hui, donc, nous démarrons notre projet avec notre invité spécial, notre invité qui est le parrain, je l'ai appelé le parrain de notre projet, parce que c'est, en premier lieu, c'était mon professeur en Géorgie quand j'apprenais le français. Et je rêvais d'être dans son groupe parce qu'il était tellement extraordinaire que tout le monde, tous les étudiants rêvaient d'être dans son groupe. Malheureusement, j'ai pas réussi à être dans son groupe, mais j'ai réussi à être son ami. J'ai pas réussi, ça s'est arrivé naturellement. On est amis et voisins, et je vais quand même le nommer. C'est le ministre conseiller de l'ambassade de Géorgie en France. Il s'appelle Gocha Djavakhishvili. C'est une personnalité aimée par tous les Géorgiens, par tous les Français. C'est une personnalité qui a une culture extraordinaire franco-géorgienne. Et je voulais absolument que ça soit lui. Et il soutient absolument tout ce qui se fait sur la Géorgie en France. Et j'ai l'honneur de donner la parole à cette immense personne. Oh là là, oh non. Il est très modeste en plus, donc il n'aime pas quand je dis tout ça. Bon, je vous dirai en même temps pour l'organisation, s'il vous plaît, vous pouvez dès à présent poser vos questions si vous en avez déjà et continuer à poser vos questions. De cette manière, moi, je vais recenser vos questions et je vais, à la fin de son intervention, on va lui poser toutes vos questions. Voilà, je vous remercie pour votre patience, pour votre indulgence et donc je vais laisser la parole à Gocha, monsieur Gocha Djavakhishvili, notre invité d'honneur. Bonjour. გამარჯობათ ყველას გილოცავთ ჩვენი სამშობლოს დამოუკიდებლობის დღეს და თქვენი ლოცვა სურვილები შეეწიოს ჩვენ ქვეყანას ყოფილიყოს თავისუფალი დამოუკიდებელი. Donc j'ai présenté mes vœux pour la fête nationale de notre chère patrie. Et donc je voulais commencer par les mots de remerciement à Tamouna et à toute son équipe, cette merveilleuse équipe qui nous permet d'avoir cette belle fenêtre sur la Géorgie en France, qui permet de connaître notre charmant pays aux amis français, pour les inciter à venir découvrir de plus près
ce pays, son histoire, son passé passionnant. Donc je n'ai pas résisté à la proposition de Tamouna de venir vous parler de la Géorgie, un peu de son histoire. Naturellement, je ne suis pas moi-même historien, mais comme étant curieux de connaître plus déjà sur l'histoire des autres pays et chérir également le passé et l'histoire de mon propre pays. Et naturellement, je suis payé pour ça. C'est ma mission de parler de la Géorgie, de faire parler de la Géorgie et de faire connaître un peu plus et d'éveiller l'intérêt pour ce petit pays qui est malheureusement pas assez connu encore, comme elle le méritait. Et donc, je voulais vous parler brièvement de cette histoire qui nous a amenés jusqu'au 26 mai 1918 et enfin, sur l'existence de cette Géorgie indépendante pendant cette courte période de près de 3 ans et ce que cette fête, cette déclaration, cette indépendance signifie pour les Géorgiens. Alors, pour ceux qui connaissent la Géorgie, savent que c'est une très longue histoire chargée d'événements, de guerres, d'invasions, etc., mais de très belles découvertes, de quelques belles époques également qui ont fait cette histoire aussi riche. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la Géorgie, connaissent sans doute quelques légendes qui sont associées à la Géorgie, comme la légende de Prométhée, de Médée des Argonautes, et ceux qui aiment le vin savent désormais, et même en France, personne ne conteste le fait que la Géorgie, reconnue désormais comme le berceau du vin, de la vigne, et que en Géorgie, on dit même que le mot vin proviendrait du mot géorgien Rvino. Et donc, toute cette histoire, c'est une très vieille civilisation chrétienne ayant donné lieu à des événements, mais également à des monuments impressionnants de l'architecture, du patrimoine culturel chrétien. Et donc la Géorgie compte en même temps 3 millénaires d'histoire de l'existence étatique. Donc il y a 3000 ans, la Géorgie existait en tant qu'État. Et c'est cette nation géorgienne qui a créé cet État. Donc vous connaissez que dans l'Antiquité, autrefois la Géorgie s'appelait la Colchide, la Géorgie occidentale. Et ce qui concerne la Géorgie orientale s'appelait l'Ibérie. Donc l'Ibérie et la Colchie, c'est deux noms qui vous rappellent cette longue histoire géorgienne, mais également qui vous permet de situer un peu dans le temps et dans l'espace notre petit pays. On dit petit pays affectueusement, mais la Géorgie n'est pas du tout petit. C'est que si on compte selon l'histoire et cette civilisation dont les Géorgiens sont très fiers, parce qu'il y a très peu de pays qui peut être fier d'une histoire aussi riche, d'une culture qui remonte aussi loin et qui nous fait encore vibrer par cette émotion qui naît. Et voilà, pendant toute cette période, la Géorgie a connu des périodes où elle était grande, elle s'étendait jusqu'à des frontières qui sont actuellement à l'étranger en ce moment, mais qui comptaient, la population comptait 12 millions de personnes sous la reine Tamar. Et voilà, au XIIe siècle, naturellement, c'est reconnu comme l'âge d'or pour l'histoire de la Géorgie. Et donc, puisqu'aujourd'hui nous célébrons
le jour de l'indépendance, c'est-à-dire le jour, la déclaration de l'indépendance, le 26 mai 1918. Donc, et il serait judicieux de dire quelques mots, ce qui nous a amené jusqu'à ce jour, parce que naturellement, les partis politiques, les hommes et les femmes politiques en Géorgie pensaient à cette indépendance depuis longtemps, parce que le 26 mai, c'était le rétablissement de l'indépendance. En fait, c'est en réalité, depuis 117 ans, la Géorgie était sous la domination de l'Empire russe. Car, comme vous savez, pour remonter un peu plus loin dans l'histoire, il y a, à la fin du XVIIIe siècle, 1783, donc Érechlet II a fait son choix à l'époque stratégique pour avantager un peu la culture et la religion, et donc il a accepté de signer un traité d'amitié et d'entraide avec la Russie, dans le but de protéger le pays des envahisseurs du sud, de l'Empire ottoman, de la Perse, etc., d'où venaient les menaces à l'époque. Mais après, comme vous savez, la Russie a interprété d'une manière originale, enfin un peu à la russe, cette amitié d'entraide, donc, et là, elle nous a embrassés très fort, donc à tel point que pendant ces 117 ans, la Géorgie est devenue petit à petit, sous la gouvernance de l'Empire russe, une région qui était pratiquement rattachée à cet empire. Et donc l'Empire s'est débrouillé pour faire fuir la famille royale du Bagrationi de la Géorgie, qui a encore plus affaibli cet ancrage national dans le pays. Mais cette situation n'a pas diminué les aspirations pour l'indépendance nationale des Géorgiens. Il y a toujours eu des mouvements à l'intérieur de l'Empire russe. Il y a eu des cercles, des intellectuels, des hommes et des femmes des milieux de la culture qui, naturellement, ne se sentaient pas comme partie intégrante culturellement ou spirituellement ou par leur manière de vivre, de réfléchir de l'Empire russe, et qui ont naturellement, sachant et connaissant l'originalité et la richesse de leur culture, ils ont toujours eu cette idée que la Géorgie accéderait à nouveau à l'indépendance. Et naturellement, il y a eu des tentatives. Ilia Cavcavadze a pris la tête d'un mouvement aussi pour l'émancipation des valeurs nationales, pour un peu vulgariser cette idée de l'indépendance nationale, pour que la Géorgie soit gouvernée par les Géorgiens eux-mêmes. Mais dans les circonstances politiques, il n'y avait pas le moyen de faire soit une révolution, soit vraiment des changements radicaux. Et à l'époque, plus tard, les sociodémocrates qui ont finalement réussi à rendre la Géorgie indépendante en 1918, eux-mêmes, certaines de ces hommes politiques avaient des positions importantes dans le mouvement politique, y compris en Russie, dans la lutte contre l'Empire. Et donc cette expérience leur a permis, après, qui connaissaient très bien tous ces mouvements et tendances politiques, avec une impulsion de la volonté très forte des Géorgiens de voir leur pays indépendant, qu'ils ont réussi finalement à déclarer la Géorgie indépendante,
promulgué cette déclaration de l'indépendance. Mais il faut savoir aussi quel était le contexte international à l'époque. Vous savez que la Première Guerre mondiale a complètement transformé le monde. Il y a eu donc cette guerre a fait de nouvelles frontières. Il y a eu la naissance des nouveaux pays. La carte de l'Europe a été complètement modifiée. Naturellement, elle a provoqué beaucoup de malheurs aussi. Il y a eu énormément de personnes qui ont péri. Mais pour la Géorgie, c'était la fin de la Première Guerre mondiale a permis, où la Russie a perdu les positions des forces. De l'autre côté, l'Empire ottoman était dans les camps des vaincus. Et donc, les partis politiques, en l'occurrence le parti qui est arrivé après plus tard au suffrage universel en majorité, les sociodémocrates géorgiens, pour la plupart, il faut dire que c'était des hommes politiques qui étaient pour la plupart formés dans des écoles européennes. Ils ont formé une équipe, ils ont amené la Géorgie jusqu'à cette indépendance qui a été, comme nous avons dit, promulguée le 26 mai 1918, dont nous célébrons son 2e anniversaire aujourd'hui. Et ils ont voulu dès le début que ça soit une république, une vraie république, c'est-à-dire pour tout le monde, pour que le bien soit partagé par tout le monde. Et aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être admiratifs aux aspirations qu'ils ont fait, qu'ils ont mis dans la base de ce pays, de cette république que nous appelons la première république démocratique de Géorgie. Et à l'aube du XXe siècle, donc cette équipe politique a su réaliser des réformes. Ils ont adopté un peu plus tard, ils ont beaucoup travaillé sur une constitution extrêmement démocratique, et les valeurs sur lesquelles se basait cette constitution, mais également l'esprit de cette république, à mon avis, est en stricte conformité avec les valeurs européennes d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que vous voyez les Géorgiens aussi fiers de leur passé, d'avoir, il y a 100 ans, un pays qui serait tout à fait conforme à l'adhésion à l'Union européenne d'aujourd'hui. C'est-à-dire tout les spectres étaient l'orientation politique, culturelle, donc c'était le repère était l'Europe, les valeurs européennes. Et naturellement, déjà à l'époque, personne ne discutait en Géorgie si la Géorgie faisait partie de l'espace européen ou c'était un pays européen. Et c'est souvent en Europe qu'on se pose la question si la Géorgie est un pays européen ou pas, si c'est une culture européenne. En Géorgie, cette question ne se pose même pas. Bien sûr que nous sommes européens et que la Géorgie est un pays européen, même un pays très enthousiaste aussi, alors qu'on voit que certains pays européens ne sont plus aussi enthousiastes. Bon, vous voyez la Géorgie et depuis des siècles d'ailleurs, ce n'est pas d'hier. Et donc je voulais dire encore quelques mots sur cet esprit de cette République que nous avons comme héritage pour la Géorgie d'aujourd'hui, parce que c'est cette Géorgie européenne et démocratique qui a servi de modèle. Et c'est cette constitution adoptée par cette équipe politique, avec le parti au pouvoir, mais également avec tous les partis, naturellement, qui ont permis de constituer un pouvoir, un parlement qui avait des compétences et de pouvoirs très forts, ils ont tous, et cette unité nous a permis
d'avoir cette Géorgie dans l'histoire de notre pays, cette Géorgie indépendante de 3 ans, qui a quand même en cette courte période a su attirer l'attention et l'admiration de beaucoup de dirigeants européens qui observaient de loin à quelle vitesse et avec quelle efficacité ce gouvernement réalisait des réformes et créer des bases pour une Géorgie véritablement européenne. Et notre fierté, c'est aussi que le 9 avril 1991, le président Zviad Gamsakhourdia ait voulu insister à ce que le rétablissement de l'indépendance soit basé sur cette Géorgie indépendante. Et pourquoi? Et c'est toujours grâce aux décisions courageuses des dirigeants de cette époque, de la première République géorgienne, qui n'ont pas permis à l'ennemi, l'occupant russe, de capituler. Ils n'ont jamais capitulé, ce qui nous a permis, au point de vue du droit international, de rétablir cette indépendance qui a été suspendue. Avec le même acte de l'indépendance. Avec le même acte de l'indépendance, naturellement, qui a été suspendu au printemps, à l'aube du printemps 1921. 1921, c'est alors que le contexte international changeait aussi, comme vous savez, il y avait la Société des Nations qui traversait des difficultés dès le début de son existence. La Géorgie, à l'époque aussi, faisait appel à l'aide, essayait d'attirer la communauté internationale pour venir à l'aide, et la Géorgie mettait en garde les pays européens, ses partenaires, ses alliés, sur le risque qui existait de provenance de notre voisin du Nord, qui reste encore aujourd'hui, et comme quoi l'histoire nous donne des leçons et des exemples, et parfois l'histoire se répète, et comme quoi encore quand nous disons que l'indépendance et la liberté n'est jamais acquis à jamais, à vie, et donc les Géorgiens n'ont pu profiter de cette indépendance, de ce bonheur de se sentir libre que pendant 3 ans, et encore pendant ces 3 ans, ce n'était pas une période facile. Il y a eu des tensions, y compris des tensions internes, parce qu'il y a eu pas mal de bolcheviks aussi qui étaient pris de cette illusion de créer un espace communiste, bolchevique, etc. Il y avait, vous connaissez les noms de ces personnalités qui naturellement, au lieu de favoriser l'indépendance nationale, ils prenaient plutôt la soviétisation, l'unité, etc. Et je vais enlever les commentaires parce qu'il y en a qui... les drapeaux, donc pour notre... Et voilà. Et donc, nous avons déploré donc la perte de cette indépendance en 1921. Et vous savez que la Géorgie et le gouvernement de cette petite république indépendante a accepté l'asile politique en France. Naturellement, il y a eu d'autres pays aussi qui avaient proposé l'asile politique, vu face à cette situation qui faisait rage en Géorgie, donc l'occupation et la guerre sanglante de l'armée russe qui avançait sur le territoire de la Géorgie indépendante. Donc le gouvernement a décidé de ne pas capituler, justement, c'est ce que je souligne, ce qui nous a permis
de reconstruire cette Géorgie moderne sur cet héritage de la Géorgie de l'époque, de la Première République. Et ce gouvernement a fait le choix pour la France, en faire de la France, parce que la France, c'était quand même le centre. Il y avait donc les institutions internationales, la Société des Nations, mais également la France permettrait à ce gouvernement de mobiliser l'attention de la communauté internationale pour continuer la lutte pour l'indépendance, pour que les Russes, pour que les partenaires, les alliés fassent entendre à la Russie, entendre la raison à la Russie occupante, et de permettre à la Géorgie de retrouver son indépendance et de pouvoir s'émanciper dans la paix. Et donc ce gouvernement est venu en France ils se sont basés en France un peu plus tard. Ils ont acquis avec des fonds de l'État géorgien un domaine dans le département de l'Essonne, dans un village qui s'appelle, dans une petite ville plutôt, Leville-sur-Orge, où ils se réunissaient et d'où ils envoyaient des messages, et ils ne se sont pas arrêtés pour dire que pendant tout cet exil politique, dans l'émigration politique, les hommes politiques géorgiens continuaient cette lutte pour faire reculer les bolcheviks, pour faire fuir les Russes et pour faire entendre la raison, c'est-à-dire dans le cadre de différentes organisations internationales, donc conférences internationales, ils sont arrivés à faire insérer les partis dans les résolutions politiques où la communauté internationale reconnaissait toujours l'indépendance de la Géorgie et appelait les Russes à revenir sur sa décision, à renoncer à l'occupation de la Géorgie et de rendre à la Géorgie ce qui lui appartenait, c'est-à-dire la liberté de l'indépendance. Et donc, la Géorgie a vécu pendant 70 ans dans l'occupation, sous l'occupation soviétique, alors que en France, et grâce à cette émigration politique, que ce soit à Leville ou partout où ces Géorgiens vivaient, ils avaient importé la Géorgie indépendante ici et ils ont fait vivre cette Géorgie indépendante. Ils ont tout fait sans relâche, ils publiaient des livres, ils publiaient des journaux. Je dirais même jusqu'à aujourd'hui, ils font tout possible pour la Géorgie. Et ça existe depuis 1921. Il y a des associations. 1921, exactement. L'association. Où j'ai grandi. Tout à fait. Et il faut dire leur mérite, et nous leur devons beaucoup. Et je voulais leur rendre hommage aussi par cette intervention aussi, parce que à l'époque où en Géorgie soviétique, à l'époque pendant ces 70 ans, on n'osait plus parler de l'indépendance, de la liberté de la Géorgie, les Géorgiens d'ici célébraient, ils se réunissaient à Leville, ils portaient des toasts et ils envoyaient leurs pensées nostalgiques à la Géorgie de là-bas. Donc une vraie Géorgie indépendante, une Géorgie libre était vivante grâce à eux en France. Alors qu'il faut savoir que pendant les 70 ans en Géorgie, on n'a pas pu fêter l'indépendance géorgienne. Exactement, c'est ce que j'ai dit, que c'est en murmurant peut-être que certaines se souhaitaient ou se félicitaient de ce jour. Les soviétiques ont tout fait pour effacer de la mémoire collective l'existence de ces 3 années d'indépendance. Ils ont rendu pratiquement impossible, voire sous peine de sanctions, de prononcer le nom de Nosjordania ou des dirigeants du gouvernement de cette république, parce que ça faisait partie de leur politique, justement, de faire oublier que la Géorgie était une nation indépendante et que un jour, pour empêcher qu'un jour les Géorgiens revendiquent le rétablissement de leur indépendance.
Voilà, et nous sommes arrivés aujourd'hui avec la Géorgie indépendante et grâce aux efforts de la diaspora géorgienne, des représentants des familles, des membres de ce gouvernement, ce domaine, ce château de Leville, ce domaine est revenu à la Géorgie, c'est devenu à nouveau la propriété de la Géorgie, et le projet que nous avons dans ce domaine est aussi lié à l'indépendance et à la liberté de la Géorgie, et nous voulons mettre ce domaine au service de la Géorgie, au service de tous les Géorgiens. Une petite parenthèse, notre cher invité Gotia Djavarishvili est à charge de ce projet de Leville. De ce conseil de gestion. Et ce projet me tient à cœur. Donc j'ai plus de l'espoir. Et c'est pour récapituler un peu nos propos. Ce projet souhaite se concentrer non seulement sur l'histoire, mais nous sommes respectueux de notre histoire. Nous allons rendre hommage à notre histoire, également l'histoire qui avait précédé à l'arrivée des Géorgiens à Leville, mais également pour permettre dans ce centre culturel et historique franco-géorgien, dans cette académie géorgienne, permettre aussi une effervescence culturelle et scientifique, aussi avec une participation des jeunes géorgiens, des jeunes scientifiques, des jeunes artistes, écrivains, etc., pour faire valoir pour promouvoir et pour faire épanouir ou y partager naturellement au cœur de la France, de l'Europe, la culture géorgienne. Donc peut-être une autre fois, on va parler plus en détail de ce projet. Normalement, la fête de l'indépendance géorgienne devait être à Leville-sur-Orge, justement, parce que traditionnellement, c'est l'association géorgienne en France qui l'organisait dans la grande salle de fête dont je faisais partie, donc dans le 15e arrondissement de Paris. Mais par la suite, les portes ont été ouvertes. Du coup, l'ambassade de Géorgie en France a fait en sorte qu'on puisse profiter de cette magnifique jardin, de cette ambiance. Et l'année dernière, l'association aussi, avec mon organisation et l'aide de Gocha, on a organisé donc la fête de l'indépendance à Leville. En connaissant les deux endroits, je peux vous dire que les sentiments et les émotions ne sont pas les mêmes quand on est à Leville. On croirait qu'on est dans une petite Géorgie parce qu'il y a des plantes, il y a des fleurs, il y a tout ce qui vous rappelle un peu la nature sauvage qui vous rappelle la Géorgie. Donc je voulais partager ça avec vous. Dans le cadre de ce projet, à l'avenir, il y aura une partie qui s'appellera justement Petite Géorgie. Voilà. Et nous sommes ravis naturellement de pouvoir y accueillir toutes les manifestations des associations géorgiennes, que ça pour que ce lieu serve un lieu de recueillement et un lieu de rassemblement de tous les Géorgiens et de tous les amis de la Géorgie. Et nous sommes aujourd'hui, c'est triste de ne pas pouvoir nous réunir dans le parc dans ce domaine géorgien à Leville. Mais pour des raisons que nous connaissons tous, ce n'est qu'une partie remise, et puis nous allons essayer de rattraper pour les prochaines fêtes. Et voilà, on reste dans ce domaine, on a le sentiment qu'on respire de l'histoire, et cette histoire y vit encore. Donc D'ailleurs, l'original de l'acte de l'indépendance, c'est à Leville, justement, dans le petit bureau, le salon de... Oui. Alors, tu peux conclure et comme ça on a des questions. Naturellement, en quelques minutes, en une demi-heure, il est extrêmement difficile de faire un résumé très concis d'une histoire qui s'étend sur des millénaires. Et en plus, je sais que le plaisir vous attend de rencontrer des historiens qui vont
C'est une compter. surprise, donc tu dis pas le nom. Non, mais je suppose. Oui. Te connaissant, je sais que tu inviteras les gens intéressants. Oui, on a... Et moi-même, ce qui me concerne, je suis déjà un abonné très curieux et très actif de ce portail Géorgie Vue de France, qui propose des images et des informations extrêmement intéressantes et qui à mon avis, vous convaincra de choisir comme destination privilégiée ce beau pays. Et vous ne serez pas déçus. Je vous remercie de votre attention et puis je me mets à votre entière disposition pour répondre dans la mesure de mes connaissances, de mes possibilités à vos questions. Parce que tu as toutes les connaissances pour ça. À la Géorgie et à la France. À la Géorgie, avec ce Katsiteli. Donc je vais profiter d'une petite pause, je vais vous faire une petite pause de l'histoire et donc je vais profiter et je vais vous dire que à la base, la page Géorgie Vue de France a été créée pour mes amis, pour mon entourage qui me demandait toujours s'il y avait les événements géorgiens en France. Et donc j'ai décidé de créer cette page et j'ai eu un succès, je ne veux pas dire vraiment que c'est un succès, mais je vous remercie d'être abonné. En tout cas, voilà, à l'époque, donc il n'y a même pas un an, c'était en octobre, c'était destiné aux gens qui voulaient vraiment connaître les événements géorgiens qui se passaient en France. Donc, vu que j'aime la Géorgie, j'aime la France, j'aime la culture, je me suis dit, j'ai cette information-là, donc c'est très facile de les mettre dans un seul plateforme. Et je vous remercie de nous suivre. Maintenant, j'ai plus envie que vous le partagiez avec vos amis qui s'intéressent à la Géorgie. Une petite parenthèse du coup, et j'aimerais remercier mon équipe qui travaille vraiment jour et nuit, je peux le dire, jour et nuit, ils travaillent pour avancer les choses pour la Géorgie, pour promouvoir la Géorgie, pour partager ce plaisir de la Géorgie, qui est très riche de tout part. Donc, je vais poser les questions qui ont été posées, je te les transmets. Alors, je me permets et je vais poser la première question que mon fils m'a posée ce matin, enfin cet après-midi quand on préparait justement le live. Il m'a dit, la Géorgie était attaquée, ok. Mais est-ce que la Géorgie a attaqué à son tour quelqu'un, un pays? La Géorgie, enfin, naturellement, c'est il faut dire que la Géorgie au cours de son histoire, n'a attaqué aucun pays. Et la Géorgie, au cours des siècles, et pendant toute cette histoire, toutes ces histoires des invasions, etc., la Géorgie était et a toujours été sur les positions de défense. Elle s'est défendue. Parce que c'est sa situation géopolitique qui a fait que les grands voisins convoitaient sa position stratégique entre deux mers, entre deux civilisations, entre l'Europe et l'Asie, au carrefour des civilisations, mais également au carrefour stratégique dans tout le point de vue. Et la Géorgie n'a jamais attaqué personne. C'est parfois... On est pacifique. Tout à fait. Et parfois pour mettre le tort sur la Géorgie, que parfois les pays ont tendance, les pays, le rival principal, notre cher voisin du Nord, essaye de dire que la Géorgie a provoqué, etc. Donc la Géorgie s'est défendue. Et la guerre de 2008 n'a pas commencé au mois d'août en 2008. Cette guerre commençait et durait pendant des siècles d'abord, et ce n'était qu'une concentration. On aura les sujets là-dessus, on va vraiment tout à fait, parler là-dessus. De cette guerre latente qui existait déjà depuis plusieurs années, voire siècles, ce n'est pas des décennies. Alors, je passe à la deuxième question. Quelle était l'importance et l'impact
des mouvements de résistance avant 1918. Moi, j'aurais rajouté après 1921 aussi. Oui, donc comme je vous ai dit, Ilia Chavchavadze qui avait pris la tête du mouvement national, c'est-à-dire, bon, il s'est fixé l'objectif avec ses activités, de réveiller justement cet esprit aussi d'être à nouveau, comment dirais-je, le patron de son propre destin. Et y compris en Russie, ils essayaient de négocier, de promouvoir, de mettre en avant que la Géorgie avait sa propre identité culturelle et que la Géorgie, qui avait existé pendant de nombreux siècles, donc ils la voyaient indépendante. En dehors de tout empire comme une entité indépendante. Et naturellement, il y avait à l'intérieur de l'Empire russe, à l'époque, des mouvements qui s'émancipaient, et eux-mêmes, les hommes politiques, les sociodémocrates, ils voulaient aussi une indépendance, mais comme ils écrivent, donc on apprend dans les livres que eux-mêmes, ils attendaient un moment propice pour agir d'une manière efficace, parce qu'ils savaient que si on demandait à un mauvais moment, s'ils agissaient à un mauvais moment, donc ça aurait été contre-productif. Donc ils ont attendu à ce qu'il y ait à ce qu'un moment propice arrive pour déclarer l'indépendance et pour faire profiter de la Géorgie à rétablir son indépendance. Et ça a été justement juste après la fin de la Première Guerre mondiale. Très bien, merci beaucoup Gocha. Alors, troisième question. À votre avis, pourquoi Washington n'a pas utilisé son influence pour contrer formellement à l'agression militaire en 2008? On ne peut pas dire que Washington n'a pas utilisé son influence. Je pense que les États-Unis, qui étaient un allié stratégique de la Géorgie encore aujourd'hui. Je ne sais pas si nos abonnés connaissent vraiment l'événement de 2008, 8 août 2008, où la Russie nous a attaqués depuis le sud de la Samachavlo, la région. Oui, donc c'était. Il faut dire aussi que il y a eu plusieurs déclarations du président Bush et des dirigeants et des autorités des États-Unis. Il y a eu il y a eu des déclarations très fermes. Et ceux qui connaissent le système international, les relations internationales, c'est très fort. C'était un signal très fort. Mais vous savez, c'est la Russie de Poutine surtout, qui prétendait avoir déjà atteint un niveau où la Russie pouvait donner gage ou pouvait montrer que ce n'était plus la Russie de Boris Eltsine. Poutine et son équipe étaient déterminés de faire et de punir d'une manière exemplaire cette Géorgie qui osait de développer sa propre politique étrangère, qui prétendait vouloir choisir ses partenaires, vouloir choisir son camp stratégique, adhérer à l'OTAN, etc. Et donc la Russie avait décidé bien avant le mois d'août, encore en 2005, ce projet d'agression militairement de la Géorgie existait déjà, qui était élaboré dans les états-majors de l'armée et sous la responsabilité et sous la direction de l'actuel président. Et moi, je pense qu'on ne peut pas, ce serait ingrat de la part des Géorgiens de dire que les Américains n'ont pas réagi. Ils ont réagi très fortement.
avant et après. Et nous avons, enfin, aujourd'hui aussi, les États-Unis restent notre partenaire stratégique qui aide beaucoup la Géorgie et dans le développement, y compris enfin, dans tous les secteurs. Merci beaucoup. Alors, ensuite, c'est notre cher Frédéric qui est l'amoureuse de la Géorgie, pareil, hein, comme vous tous, hein, qui nous pose la question. Merci, Frédéric, excusez-moi, vous m'avez écrit en privé, mais je n'avais absolument pas le temps de vous répondre, mais j'allais vous répondre demain, justement. Merci de nous partager les écrivains les plus lus et aimés des Géorgiens. Ah ben écoutez, heureusement, nous avons quelques auteurs Oui. qui sont traduits en français. Sans vouloir les énumérer, peut-être, on peut vous préparer effectivement une liste des Exactement, auteurs c'est ce que je géorgiens, pensais. les auteurs géorgiens qui sont déjà traduits en français. Et d'ailleurs, un petit scoop, peut-être que maintenant, je ne sais pas, avec Corona, il y a eu quelques changements, mais il y a un projet aussi que la Géorgie soit présente en tant que membre invité d'honneur au Salon international du livre de Paris. Et pour cet événement, il y a déjà un mouvement très accéléré. Il y aura de plus en plus d'auteurs de livres géorgiens, littérature, qui vont être traduits en français et qui vont être présents à ce salon du livre. Mais même aujourd'hui, avec la situation d'aujourd'hui, nous sommes tout à fait en mesure de vous proposer quelques lectures intéressantes et vous allez découvrir que c'est un style particulier. Voilà, je vous mettrai les liens. La bibliographie, je vous le mettrai. Justement, on avait une autre question sur le même sujet. Du coup, voilà. Bonne fête. Bonjour. Y a-t-il des projets de traduction de livres géorgiens vers le français? Donc, il a répondu, Gauthier. Malheureusement, on aura encore beaucoup d'années, on aura besoin de beaucoup d'années pour équilibrer et pour égaler au nombre des livres français traduits en géorgien, parce que vous savez que les Géorgiens ont goût pour la lecture, c'est un pays, c'est une population qui a un goût de la lecture. Enfin, les sondages nous ont montré qu'aujourd'hui, les livres se vendent très bien en Géorgie, alors que certains pays traversent une crise dans ce sens. En Géorgie, il y a ce mode, on lit, on partage, on il y avait même les livres qu'on mettait sur un banc et qu'on partageait avec un inconnu et on mettait notre commentaire. Les commentaires, etc. C'est des projets exceptionnels. Donc la littérature française est très très appréciée. Quand vous irez en Géorgie, il suffit de dire que vous venez de France, vous allez voir avec quelle bienveillance vous êtes accueillis. Mais après, il faut vraiment se documenter, se lire aussi, parce qu'ils vont vous citer des passages d'Alexandre Dumas ou de Michel Houellebecq, maintenant qui est très à la ou Becbéder, ou les classiques français. Mais on va avoir Albert aussi Camus, quand même, qui est très très à la mode en Géorgie. Mais sur le sujet des livres, des auteurs, des traductions, j'ai prévu aussi de faire un live ou un enregistrement. Ça dépendra de la personne qui... Je demande toujours à la personne que j'invite s'il préfère le live ou enregistrement. Moi, je préfère le live pour avoir les questions en direct. Voilà. En revanche, il y a des personnes qui préfèrent les enregistrements. Je le comprends absolument. Vous avez vu la première vidéo, je l'ai enregistrée. J'ai pris ce risque, j'assume. Voilà. On va continuer. Donc, j'ai 5e question qui est 2008. Donc, je pense que tu as déjà répondu à la question 2008. Oui, c'est une vaste question. Très compliqué. Très compliqué. Et moi aussi, comme pour Tamouna, 2008, c'est très sensible pour mon cœur aussi, parce que elle vient de la région occupée de l'Abkhazie. Moi, je viens de l'autre région occupée aussi, de Samachablo, de Shidakartli, et donc à une centaine de kilomètres de la capitale. Et donc ça me blesse énormément de voir les montagnes où j'ai passé mon enfance, où j'allais courir ou cueillir des noisettes, etc., qu'on a appelé maintenant, enfin qu'on veut appeler l'étranger pour nous. Le cœur naturellement n'admet pas et ne pourra jamais accepter cette triste réalité.
Et encore une fois, on revient à la valeur de l'indépendance, de la liberté. Vous savez, vous comprenez mieux pourquoi les Géorgiens sont aussi sensibles à cette notion de liberté, de l'indépendance. Mais ne vous inquiétez pas, on aura aussi un intervenant qui va nous parler de guerre en Géorgie et de ce qui s'est passé et de pourquoi la Géorgie intéresse autant pour attaquer, comme dit mon fils. Écoutez, quand c'est quelque chose de très précieux et oui, bien sûr. On en vit et puis on essaye de pourquoi on veut s'emparer de quelque chose. Comme le toison d'or, c'est l'histoire, le toison d'or qui fait des miracles, c'est le toison d'or pour le Côte d'Azur, toison d'or pour la Russie, c'est la Géorgie. Sans Géorgie, la Russie serait faible. Voilà. Donc, on va reparler de tout cela prochainement. Dans leur compréhension. Voilà. Donc, bonjour, bonne fête. Le Centre du Livre et ma maison des écrivains en Géorgie, qui avait un projet de traduction des livres géorgiens en français, a été fermé et réorganisé. Y a-t-il d'autres projets? Merci. Je ne sais pas si c'est ton domaine pour... oui, le salon, il y a eu le salon, il y a eu une fusion, oui, d'accord. Fusion de maison des écrivains. Oui, c'est vrai. Mais ne vous inquiétez pas, les projets vont reprendre. Il y a eu donc une sorte de pause maintenant à l'occasion de cette réorganisation d'abord. Et après, donc cette incertitude aussi qui vient d'arriver après sur la date du salon du livre de Paris, et maintenant cette période de crise du corona. Mais naturellement, la Géorgie compte se préparer à la hauteur de ses attentes pour ce salon, pour ce livre, ce salon de livres de Paris, et il y aura beaucoup de projets. Au contraire, nous avons été sollicités en tant qu'ambassade de leur suggérer les traducteurs ou les livres qui étaient déjà traduits pour justement avoir de quoi s'enorgueillir au pavillon géorgien de ce salon. D'accord. Donc ensuite, on a une, je pense que c'est une question. Lorsque nous y sommes allés à cette période, l'ambassade de France n'avait aucune information sur les risques de guerre imminente. Le savait-elle? Merci Gauthier Diavachishvili, Colombe et Hervé Roland. Je les connais, moi aussi je les connais. Et merci pour votre investissement et pour votre chant. De la Géorgie, et je les remercie pour tout ce qu'ils font pour la Géorgie, pour la promotion de sa culture et des chants qui chantent merveilleusement bien, des chansons géorgiennes, et qui véhiculent un peu partout. Ils font connaître la Géorgie. Voilà, c'est sur ses amis, sur les épaules de ses amis que repose aussi cette bienveillance de la Géorgie. Comme je vous ai dit, donc cette guerre, enfin cette explosion de la guerre nous est tombée dessus d'une manière assez inattendue. Comme je vous ai dit, cette guerre latente nous menaçait depuis des décennies. Mais tout d'un coup, la Russie avait organisé des exercices militaires dans le Caucase du Nord, et la Russie n'a pas retiré l'armée, et donc on sentait que le danger existait réellement. Mais après, tout s'est développé tellement vite que c'était voilà, on ne peut pas prévoir avec eux. Moi, je travaillais à l'époque à la présidence, et si j'avais si j'avais eu la moindre information, j'avais mes propres parents, ma famille, qui sont restés pendant 1 mois dans un village assiégé des chars russes. C'était terrible. Donc l'ambassade ne pouvait pas. L'ambassade ne pouvait pas naturellement prévenir les voyageurs français. Et je vais vous dire encore plus que l'ambassadeur lui-même, à l'époque c'était M. Eric Fournier,
qui avait passé la nuit à Sachrere, où il y avait une base franco-géorgienne militaire. En revenant de Sachrere vers Tbilissi, lui-même, il a été arrêté par les Russes, etc. Et que, c'est son statut imprévisible. Voilà, donc c'est complètement imprévisible. Mais j'espère que bientôt, justement, on aura la Géorgie sûre, avec l'indépendance solide, avec nos deux régions. Ça, c'est le rêve de tous les Géorgiens. Et on en rêve, mais vous savez pas, on en rêve même la nuit. Ouais. Bon. Chaque année, on dit l'année prochaine. Voilà. Et on a l'espoir. Qu'on puisse célébrer cette unité. Avec nos frères Abkhazes et Ossètes, pour qu'on puisse célébrer l'unité retrouvée. L'unité territoriale, naturellement, mais l'unité de cœur, parce que véritablement, nous les considérons comme nos frères. C'est pas autant le territoire, je dirais, c'est vraiment les gens. C'est l'histoire vécue ensemble qui nous a été enlevée. C'est ça qui nous fait le plus peur, parce que ce sont les personnes que nous avons perdues. Et naturellement, ceux qui y avaient laissé une partie, mais peut-être toute leur vie, leur enfance, leurs rêves, et ils sont de l'autre côté des barbelés, et alors que leur enfance les appelle de l'autre côté. Et l'autre côté qu'on a voulu baptiser l'étranger, c'est ça qui est inadmissible pour les cœurs de ces Géorgiens. Merci beaucoup. On a une dernière question et par la suite, on va peut-être arrêter parce qu'il est déjà 19h, tu vois, ça passe vite. Hein. Quand c'est intéressant, ça passe. C'est comme ça toujours avec Monsieur Gocha. Voilà. C'est quand on discute, le temps, on n'en aperçoit plus parce que c'est très très intéressant et on passe d'un sujet à l'autre. Et non, mais c'est vrai. On passe d'un sujet à l'autre et on a envie de chercher encore plus. Et après avoir discuté avec lui, on va aller chercher les livres ou sur Internet pour comprendre telle ou telle chose. Et ça, c'est génial, je trouve. C'est un peu l'objectif aussi de ce genre d'intervention, c'est d'éveiller ou de faire naître la moindre curiosité pour découvrir notre pays. Parce que surtout maintenant, où la Géorgie a fait preuve aussi de son efficacité, même dans la lutte contre Corona. Et quand vous réfléchissez où vous pouvez aller cet été pour vous reposer tranquillement, sans peur, naturellement, la réponse est la Géorgie, en Géorgie. Vous serez en quarantaine dans un hôtel 5 étoiles, avec tout compris. 15 jours. Quarantaine, ça va s'arrêter bientôt. Oui, mais la quarantaine libre, avec une liberté totale. Oui, liberté. Oui, je pense que les Géorgiens ont une liberté. Je sais pas, mais je pense que connaissant un peu quand même les attentes de nos amis français, qu'est-ce qu'on cherche? C'est la tranquillité, les beaux paysages, la bonne nourriture et le vin. Et tout y est, dans ce petit pays, tout y est réuni. Voilà. Bon, la dernière question, et après on va arrêter, peut-être pas avec les questions, parce que merci beaucoup pour cet honneur que nous fait, cher Gocha. Avez-vous des informations sur l'avenir du domaine de Leville? Ah, tu en as déjà parlé? Voilà, j'ai parlé, je peux en parler encore longtemps. Depuis la signature de l'acte notarié qui a rendu ce domaine et ce château que nous appelons château affectueusement, il s'agit d'un pavillon de chasse et d'un la valeur de château. Pour nous, oui. Naturellement. D'un parc de près de 4 hectares. Il a fallu créer toute une documentation technique. Donc, il a fallu réaliser un nombre important d'expertises pour géométrie, phytosanitaire, géologique, amiante, et faire des travaux aussi pour le désamiantage. Tous ces travaux ont été nécessaires et obligatoires pour pouvoir commencer
les moindres travaux. C'est un coût énorme du coup. Oui, il y a un coût énorme, mais surtout les délais. Il y a des délais administratifs et des délais, etc. Et nous sommes arrivés au point où nous allons commencer la réhabilitation de l'orangerie très bientôt, où nous allons loger les personnes qui sont les hébergés permanents. Et en parlant de l'avenir, comme je vous ai dit, dans ce château et dans les bâtiments annexes, il y aura un centre historique et culturel franco-géorgien et une académie géorgienne qui sera installée. Tout l'espace de rez-de-chaussée sera consacré à l'espace muséal et nous voulons aménager un musée où il y aura l'hommage à la Première République, au père fondateur de cette République, mais également l'histoire de l'émigration de l'émigration politique géorgienne, il sera présente naturellement. Également, il y aura un coin où on racontera l'histoire française de ce lieu, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, les Géorgiens respectueux, les gens respectueux de l'histoire, nous devons respecter aussi l'histoire qui avait précédé l'arrivée des Géorgiens dans ce château. Et il y aura à l'entrée un petit boutique où on vendra les souvenirs géorgiens, etc. Il y aura une petite brasserie, un petit restaurant géorgien où on vendra vous pourrez venir vous restaurer avec des plats géorgiens. Et nous allons accueillir des étudiants, des chercheurs, des doctorants, des artistes aussi, et avec une consultation individuelle avec eux, ils seront boursiers du gouvernement français et sur la base de consultations avec eux, nous allons essayer de construire un programme intéressant pour eux, pour qu'ils puissent avoir des contacts avec leurs partenaires français, avec des instituts de recherche ici, avec l'INALCO, avec qui nous bénéficions d'excellentes relations de coopération. Également, ce centre accueillera également le centre de développement des recherches cartologiques, tout ce qui concerne la langue et l'histoire géorgienne. Kartveli, c'est géorgien. Tout à fait. Retenez-le. Et ils vont bénéficier, les amis étrangers, que ce soit français ou d'autres nationalités, pourront prétendre et bénéficier des bourses du gouvernement géorgien pour approfondir leurs connaissances sur l'histoire géorgienne, sur la langue géorgienne. Et nous voulons que dans ce centre, les futurs spécialistes de la Géorgie soient formés. En tout cas, on a des commentaires, des remerciements, et je vous remercie à mon tour. De remerciements, Gotcha, pour cette intervention très intéressante. C'est vrai qu'on pourrait rester des heures et des heures, mais malheureusement, on est en direct et il faut Je reviendrai. Voilà, je vous promets, Gotcha reviendra, mais avec un autre sujet. Mais c'est difficile de parler d'un sujet quand on parle de la Géorgie, j'avoue. On parle un peu de c'est tout. Tellement vaste. Oui, c'est comme tout, mais... donc, je vais vous lire le dernier commentaire, tout à fait. C'est encore le futur centre qu'on a parlé, c'est dans le département de l'Essonne, à une trentaine de kilomètres, 35 kilomètres de Paris, dans le sud. C'est Leville-sur-Orge. Ça s'appelle Leville-sur-Orge. C'est à côté d'Arpajon, entre Arpajon et Brétigny-sur-Orge. Vous mettez dans Google château géorgien. C'est une petite ville charmante. Voilà. Leville-sur-Orge, et ça va vous ressortir l'adresse. Et c'est très bien. Oui, et je n'ai pas parlé du carré géorgien au cimetière municipal où reposent ces grandes personnalités, les pères fondateurs de la Première République, les représentants éminents de l'émigration politique géorgienne en exil en France, les écrivains, les personnalités connues.
Et donc, c'est pour nous, c'est en quelque sorte, c'est un panthéon des grands hommes et des femmes géorgiens et qui a une valeur de patrimoine culturel presque pour nous. Exactement. Parce que c'est le seul panthéon des grandes personnalités qui existent en dehors de la Géorgie. Donc le Vil, c'est, vous voyez d'où la valeur et c'est-à-dire l'importance de Leuville-sur-Orge pour les Géorgiens. Et Leuville, il faut dire que Leuville est la ville française la plus connue en Géorgie. Oui, tout le Après monde Paris, rêve de peut-être. venir. Tout le monde rêve de venir à Paris, mais tout d'abord à Leuville. Leuville a une connotation et une importance énorme pour chaque Géorgien. Mais vous allez voir quand vous voyagerez en Géorgie, vous posez la question ou vous dites juste Leuville et vous allez voir la réaction des Géorgiens. Tous les Géorgiens le connaissent. On doit vous quitter, malheureusement. Je vais lire le dernier message de Frédéric encore. Vous avez des sublimes ambassadeurs qui nous poussent à découvrir la Géorgie. Pour ne pas les nommer, je pense très fort à Khatia Bouniatishvili et sa super Formidable. famille. On vous rejoint, Frédéric. Tout à fait. Khatia Bouniatishvili, c'est l'ambassadeur de la fierté Géorgie, nationale. la fierté nationale. Et on lui souhaite tout le bonheur, on lui souhaite plein de succès. Et nous l'adorons. Et une petite salutation à Khatia, du coup, de notre part. Voilà. Merci beaucoup pour votre intérêt, pour votre suivi, pour votre amour envers notre pays. Et Gagi Marjot, à une très prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir. Santé. À votre santé. Et bonne fête nationale encore.